Salut à tous. Je sais qu'on avait dit qu'on allait parler de manga. Et cette vidéo est écrite. Donc qu'est-ce qui s'est passé cette semaine à Dynamite? Ce mardi sur Warner TV Next était le Dynamite spécial Halloween Friday Night, je sais plus comment il s'appelle. On commence par suivre Moxley et ses potes du BCC avancer dans les murs, hein, voilà, c'est les nuls l'émission ou quoi, je n'ai pas du tout l'âge de cette ref. Ça recommence sur le train de messages un peu cryptiques, sauf que cette fois-ci, la vidéo s'arrête et on entend quelqu'un crier qu'il faut que ça coupe et c'est Orange Cassidy qui arrive sur le ring. Donc Orange Cassidy, on l'a vu la semaine dernière, il avait des doutes par rapport au fait de devenir un peu le leader de la révolution des gens qui doivent se battre contre le BCC. Sauf que la semaine dernière, son pote s'était fait éclater la gueule. Et en plus, comme il l'a dit, il s'est fait éclater la gueule devant plein de jeunes de AEW qui viennent d'arriver. Du coup, ça l'a aidé à prendre sa décision et il challenge Jon Moxley pour le titre. Il le challenge pour le Full Gear, je crois. Il le challenge pour Full Gear. Ensuite, toujours dans les couloirs, nous avons Monet et Camille qui sont là pour hyper le match entre Camille et Statlander. D'ailleurs, c'est marrant, c'est le match de Camille. Du coup, on demande l'avis à Mercedes Monet, vu que c'est pas son match. Tout ce qu'on espère, c'est que ce sera un peu plus rapide que la dernière fois, ou un peu mieux. Mais bon, ça, on ne sait pas. Et c'est ensuite que nous avons le tout premier match, le match de retour d'Adam Cole Payday, et ils l'ont pas traité super simplement parce qu'ils lui ont quand même mis en face Buddy Matthews de la Maison Noire. D'ailleurs, je sais pas si c'est juste moi qui fais pas attention, mais c'est l'une des premières fois que j'entends la musique de Buddy Matthews en solo, et elle est très très sympa. Voilà. Donc après Buddy Matthews on l'a mis en solo, mais en plus il a une bonne entrée avec une musique cool. Donc pourquoi pas le voir plus souvent en solo. Adam Cole il vient de revenir, donc on sait qu'il a la cheville fragile et tout ça. Il a aussi pas l'air franchement dans la forme de sa vie. Adam Cole ça n'a jamais été un catcheur à big shape et tout ça, mais là je l'ai trouvé en dessous de, en tout cas ses précédents matchs à AEW quoi. Et le début du combat va dans ce sens-là parce qu'il se fait assez largement dominé physiquement par Buddy Matthews. Les premières secondes peuvent sembler assez ennuyantes parce que c'est principalement des enchaînements de prises de tête, mais je trouve que c'est intéressant pour statuer que Adam Cole, là, il est pas prêt pour son retour et il se fait un peu éclaté. Et d'ailleurs, dès que Adam Cole essaye de changer le rythme et de passer de ciseaux-tête à autre chose, à ce moment-là, sa cheville lui fait mal. Et il y a la construction dès le début où simplement il marche et il s'arrête, il a mal et Buddy en profite, mais pas encore en attaquant la cheville. On sent que petit à petit Adam Cole commence à être frustré et Buddy Matthews est construit de plus en plus invincible. C'est un poteau de métal, c'est un potal. Et la dynamique de ce combat en fait va shift petit à petit. C'est à force de placer des prises, à force d'avoir un peu de ruse, à force d'avoir de la technique, à force d'arrêter d'essayer de passer en force en fait, que Adam Cole commence à reprendre petit à petit ses aises et à avancer un peu, toujours en ayant cette cheville qui le retient un peu en arrière. Petit à petit, il arrive à rééquilibrer, ça s'envoie hors du ring et tout ça, ça commence à s'enchaîner de patates, ça enchaîne des contres, après des superplexes, enfin, réellement c'est quand même plutôt beau, jusqu'à ce que Cole, à force du coup de ses techniques, finisse par enfin prendre un peu le dessus pour pouvoir tenter son finisher, se faire bloquer, et c'est là seulement que Buddy Matthews attaque la cheville, quand il commence à être en difficulté. Et ça, c'est quand même très intéressant. Il bosse la cheville, il fait ça même tellement rapidement qu'il se fait, après 2-3 offensives, Adam Cole se fait escorter par un médecin. Du coup, Matthews, il prend le micro et il l'insulte, il lui dit faible. Et Cole, il le prend mal, genre direct, vraiment, ça réfléchit pas, juste on le traite de faible, il saute sur le ring et il commence à enchaîner de patates Buddy, sauf que les deux se répondent. Et à la bagarre pure, c'est Buddy Matthews qui forcément domine. Il y a beaucoup d'autres dans ce type de prise que Cole n'arrive toujours pas à faire à cause de sa cheville. Enfin là réellement depuis que Buddy a bossé dessus, ça l'empêche de plus en plus de faire de plus en plus de trucs, sauf des super kicks pour une raison qui m'échappe. Parce que quand Adam Cole va pas bien et revient voir le médecin et que Buddy Matthews lui fonce dessus, il se lève et il met un pied bouche. Et bouche c'est le terme technique évidemment. Super kick c'est pour les gens qui n'y connaissent rien. Et là du coup on a une phase assez intéressante où chacun domine, place un finisher ou une grosse prise, tente le finisher, rate, et l'autre fait la même chose après, et ça s'enchaîne très bien. 13e sursaut d'orgueil de Adam Cole, et que le match se rééquilibre. Jusqu'à ce que Adam Cole place un très joli Panama Sunrise sur le ring, et ensuite un moins joli Panama Sunrise hors du ring. Il le remet sur le ring, il lui place son boom, qui était la prise qu'il avait jamais réussi depuis le début de ce combat, et il remporte la victoire. Super match, j'ai trouvé même, scolaire. C'est pas dans le mauvais sens du terme, dans le sens il y a tout ce qu'on attend d'un match de retour de blessure en fait. Il y a exactement tout ce qu'il faut. Du coup Adam Cole est réellement de retour. Et d'ailleurs j'ai beaucoup aimé qu'il remercie Buddy Matthews en mode il lui dit genre merci t'as réveillé quelque chose en moi, et Buddy Matthews lui sourit comme si son but ça a toujours été de perdre pour créer le vrai Adam Cole. Et pourquoi est-ce qu'il voudrait que le vrai Adam Cole arrive? Peut-être pour une chose. Parce qu'au moment où il va pour serrer la main à Adam Cole, la lumière s'éteint,
Et à la place de Buddy Matthews, qui tient la main d'Adam Cole, c'est Malakai Black, le chef de la Maison Noire. Cet effet était magnifique, il était trop bien fait. Ce qui est incroyable avec ce gars, c'est qu'il peut être très très mal utilisé. Il peut être envoyé dans des trucs, perdre tous ses matchs. Il suffit qu'il arrive sur le ring, après un écran noir dans son costard là, il est reconstruit. C'est bon, il est recrédible. Regarde sa gueule, évidemment qu'il est crédible. C'est un de ses super pouvoirs et AEW en profite un peu trop. Et je maintiens ce que j'ai dit la semaine dernière, le règne de la Maison Noire en champion trio est le meilleur règne champion trio que j'ai vu à AEW. Aucune physicalité donc entre les deux, ça simplement ça se toise, ça se regarde. Ça se toise. Oui, non, c'est un vrai mot, toiser. Alors pourquoi j'utilise? D'ailleurs, le segment juste après, c'est Adam Cole en train de se faire examiner la gambasse. Putain, mais pourquoi je dis pas juste jambe? J'ai hésité entre beuge et gambasse. Donc, un médecin travaille sur la guibole de Adam et il dit qu'il est toujours pas content par rapport à MJF. Il est face. C'est pas un gros move de face en fait. Il dit qu'il assume la trahison et le heel turn en fait il l'assume plus ou moins mais pas comme un heel turn. Il dit que c'est quelque chose qui était nécessaire pour l'industrie, tout ça. Donc un mal pour un bien. Il est heel Adam Cole? Son clan il est heel. Son clan est heel. Lui il est face. Est-ce que... je sais pas. Franchement, là je ne sais pas. En fait, il dit des trucs, il agit comme un face en disant des trucs de heel. Enfin, ça c'est à la limite du paladin, tu sais, qui essaye de tout faire bien en étant prêt à brûler un village pour ça. Je ne sais pas. Mais il est de retour. Et ça, ensuite, qui est-ce qui arrive sur la rampe? C'est Fletcher le chauve. J'ai le droit, il s'est rasé la tête, il a fait exprès. Et Don Callis, je ne suis pas sûr. Donc je ne vais rien dire. Il est là en disant qu'il veut défier Ospreay, etc. etc. Et, il est toujours en haine contre Ospreay. Il dit qu'il est prêt à le défier, alors que la dernière fois qu'ils se sont vus, il l'a foutu en convalescence et donc on sait qu'il n'est pas là. Donc il joue le heel un peu connard, genre viens Ospreay, et puis voilà. Travail de heel convaincant, même si un peu simple. Pause café. Ce café est froid. Sauf qu'il y a quand même le clip de l'Empire Uni, l'ancien clan de Ospreay, l'ancien clan de Kyle Fletcher. Enfin voilà, toute la clique, même si c'est pas la clique, c'est une autre équipe. J'ai l'impression qu'un mot sur deux que tu fais pour désigner un groupe, ça a déjà été une équipe de catch. Donc enfin bref, qui est annoncé par ce clip, c'est Mark Davis. Et là, c'est très intéressant parce que Mark Davis, si vous ne le connaissez pas, c'était avec lui que Kyle Fletcher faisait un duo justement. C'était à la base, Fletcher c'est plutôt un catcheur par équipe avec Mark Davis. Enfin, en tout cas, dans l'Empire Uni avec Mark Davis. Et avant avec Will Ospreay. Et aussi pendant... Enfin bref. Ils se connaissent quoi. J'adore voir un millième Mark débarquer à AEW, enfin revenir plutôt. Sauf que Mark, lui, il adore pas le nouveau Kyle Fletcher. Sauf que Kyle, lui, il adore Don Callis. Du coup, il avait demandé en avance si Mark pouvait rejoindre la Family League quand il serait de retour. Enfin, en tout cas, rester dans la Family League, parce qu'il y était plus ou moins déjà. Sauf que Mark Davis, il n'est pas d'accord du tout, et il ne veut absolument pas rejoindre, et il fait un face-off, en gros, et il s'en va. Un match que j'ai envie de voir, parce que je l'ai déjà vu catcher 1000 fois par équipe, ça a toujours été très intéressant, et j'aimerais beaucoup voir ce qu'ils peuvent donner l'un contre l'autre. On est assuré d'une chimie incroyable. Et le BCC et Moxley qui s'étaient fait couper leur petit clip de début, eh bien ils arrivent au ring justement. Ils ont peut-être fini d'arpenter ces fameux couloirs. Ils sont longs les couloirs EW quand même, parce que j'aime beaucoup le fait que Moxley n'utilise pas sa ceinture. Ça va extrêmement bien avec son personnage. Il l'a toujours dans une valise, dans une mallette, enfin Marina Shafir l'a dans une mallette, à côté, toujours caché, jamais genre sur son épaule, jamais sur son truc, et pourtant il a cette aura de champion. Du coup, il arrive pour parler d'Orange Cassidy. John il dit quelque chose comme moi on me challenge pas en fait. Alors moi on me challenge pas parce que c'est pas comme ça que ça marche. Par contre moi je te challenge et je te challenge d'accepter mon challenge. Enfin, en gros lui il veut pas être challengé par Orange Cassidy, mais il challenge Orange Cassidy. D'ailleurs il y a un petit truc qui semble tenir Orange Cassidy en haute estime, et quand on regarde dans les faits, il me semble que c'est sa dernière défaite solo, Orange Cassidy. Du coup il dit qu'il a éclaté la nuque de Chuck pour libérer Orange Cassidy. Voilà, il continue dans son personnage un peu chelou et il dit qu'il va tester Orange. Là on comprend pas ce qui se passe quand Pac et Castiglione attrapent Yuta par les bras et commencent à lui mettre la chaise autour du cou, à se préparer à lui faire la même chose. On ne sait pas, est-ce que Moxley a pété un câble? Est-ce que c'est devenu un méchant cliché des films d'action des années 90 et il va commencer à buter les gens qui bossent pour lui? On ne sait pas. Par contre, il faut faire attention au catch parce qu'ils sont pas extensibles, ils sont 4 à bosser pour toi, mon pote. Et Cassidy, évidemment, parce qu'il est beaucoup trop gentil, il va foncer pour essayer de sauver Yuta. Du coup, il va se faire éclater par les 4 parce qu'ils sont 4. D'ailleurs, il se fait aussi éclater par Yuta qui se relève et qui commence à lui mettre des coups de pied, donc il semblerait que tout ait été prévu
En réalité, ils ne vont pas re-éclater Utah une 12e fois. Du coup, c'est la grosse bagarre. Comme d'habitude, on ramène le Dark Corner histoire qu'il y ait des jolis spots où des gens se font éclater la gueule par le BCC. Je suis désolé, mais c'est votre métier, les gars. Vous avez plus un contrat de cascadeur que de catcheur à ce niveau-là. Attention, j'aime beaucoup le Dark Corner. Attention, j'aime beaucoup. Mais force est de constater qu'en ce moment, si on les appelle, c'est parce qu'ils savent prendre des techniques, plus qu'autre chose. Ce qui est sûrement l'un des skills les plus importants au catch. Bref, ils se font éclater, mais qui c'est qui vient les aider? Depuis le ciel avec un harnais comme son maître retraité, Darby Allin. Du coup, il arrive, il crie, il met 2-3 coups, puis Claudio, il le porte et il le balance à travers une table. J'adore Claudio. Du coup, il y a d'autres gens qui arrivent et d'autres gens qui arrivent, sauf que le BCC, il arrive à toujours quasiment dominer à chaque fois. Claudio, pareil, toujours construit ultra fort. Sauf qu'il commence à y avoir beaucoup trop de gens pour le BCC, donc il finit par fuir. Et c'est au moment où ils ont commencé à fuir, où ils ne sont plus dans le ring ou dans le ringside, qu'arrivent les patrons, les Young Bucks, pour leur match. Ils attendent réellement que le problème soit fini avant d'arriver, c'est assez intéressant pour la construction de leur personnage. Mais là, vous vous demandez peut-être, pourquoi est-ce qu'ils font leur entrée? Tu m'as dit qu'il y avait un match. Et effectivement, car les dernières personnes à être venues aider à la guerre contre le BCC, c'est Private Party. C'est Private Party. Du coup, vu qu'ils avaient un match ce soir et que Private Party est sur le ring, bon bah voilà, il y a pelouse, il y a match. Comme on dit à Beaufland. C'est un match à gros enjeu puisque c'est équipe contre titre, c'est-à-dire que Zayn a proposé aux Young Bucks, si cette fois-ci on n'arrive pas à vous battre, Private Party se dissout et je ne combats plus avec Mark Twain. Je ne me bats plus avec Mark Twain. D'ailleurs, Mark Twain semblait pas être d'accord, ou en tout cas pas être au courant. Ils se sont déjà affrontés 1000 fois. 7 à EW. Ils se sont déjà affrontés 1000 fois. Du coup, bah ça marche très très bien. Il y a une excellente chimie, ils savent toujours où est l'autre dans le ring, où sont les quatre. Du coup, ça fonctionne très très bien. C'est toujours beau à voir, c'est fluide. Ça servirait pas à grand chose de vous faire du play-by-play, c'est du match par équipe à son pic, sachant que je suis un immense fan de match par équipe et que je trouve ça sous-coté par rapport au match solo. En plus, celui-là, ce qui est intéressant, c'est qu'il va très très vite au cœur de l'action comparé à leurs autres matchs. C'est assez vite plutôt violent. Par exemple, il y a un des Young Bucks qui essaie de mettre un coup de cloche à Zayn, il se fait arrêter par Mark Twain. Mark Twain essaye du coup de lui rendre le fameux coup de gong, d'ailleurs, ce n'est pas vraiment une cloche, c'est un gong, et il tape son pote avec. Du coup, Zayn s'ouvre la tête au tout début du combat pour marquer un petit peu le sang, pour marquer que c'est une finalité de feud et que c'est le moment où c'est un peu violent parce qu'on règle les comptes, on remet tout ça à plat. Suite à ça, les Bucks du coup dominent assez facilement. Une fois qu'ils sont blessés, forcément ils ont une grosse phase de domination. La dernière phase est un peu marrante parce que du coup il y a toujours Zayn qui est au centre du ring, qui est celui qui a pris le plus cher, et les Bucks continuent à lui placer toutes les techniques qu'ils peuvent, et dès qu'ils commencent à essayer de faire le tomber, il y a Twain qui revient, qui se fait stopper, qui se prend une technique, qui se fait jeter, et ils recommencent. Ils reprennent Zayn, ils refont une technique, ils le remettent par terre, 1, 2, Mark il arrive, etc., etc. Ça arrive plusieurs fois, jusqu'à ce que les deux Bucks, ils butent Twain, ils l'éclatent, ils lui prennent par les jambes, et ils le décalent, ils font toute la rampe, et ils le posent à l'entrée comme ça, et comme ça il reste un peu loin, et ils reviennent, et ils reprennent. Sauf que Zayn, il continue à ne pas se laisser faire. Même s'il n'y a plus personne pour venir péter le tombé, il le fait tout seul à deux, à chaque fois. Et à ce moment-là, le public commence à réellement prendre à cœur cette histoire. Zayn a vraiment beaucoup de cœur. Je trouve que Zayn est très très fort pour faire ça. Ça apporte beaucoup de sympathie au niveau du public. Le pauvre Twain, il se prend un tombstone de Okada. Voilà. Okada, il est venu aujourd'hui, il a placé un tombstone, même pas un fuck, même pas un bitch, il est reparti. Du coup, là, il y a Zayn seul sur le ring qui est en train de se prendre à peu près l'entièreté du catalogue que les Bucks peuvent lui faire. Ils font à peu près toutes les prises, comme ça, une par une. Ils mettent tellement de temps et Zayn résiste tellement, il a tellement le public avec lui que Mark a le temps de revenir, de leur sauter dessus. Ils placent leur finisher après beaucoup d'enchaînements, un très bel enchaînement d'ailleurs, et remportent la victoire. On a enfin des nouveaux champions par équipe. Alors je dis enfin parce que les Bucks ont été champions longtemps, même si en fait le seul truc que je leur reproche c'est d'avoir des rivalités avec toujours les mêmes gens. Par ça c'était très intéressant et du coup j'aime bien que ça finisse quand ils ont enfin changé un peu de rivalité. Quand c'est plus soit FTR soit les acclamés, soit FTR soit les acclamés. Très franchement je n'étais pas fan de Private Party avant ce match. J'ai beaucoup aimé leur précédent match aussi, enfin en fait depuis le début de cette rivalité j'ai beaucoup aimé le nouveau Private Party. Au tout début ils étaient pour moi pas assez crédibles pour commencer cette histoire étant donné qu'ils s'étaient fait complètement dominer par le BCC mais de manière unilatérale. Mais il semblerait que se faire casser la gueule par le BCC rend effectivement les gens plus forts
Et j'ai hâte de voir ce que ça pourrait donner dans le futur. Parce que maintenant, ils sont reconstruits, ils sont reforts. Est-ce que c'est ce moment-là que le BCC choisirait pour les recruter ou les affronter ? C'est alors que, sans prévenir, nous retrouvons l'arbre d'apprentissage. Mais je vous rassure, il ne vient pas catcher. Non, il vient juste dire qu'il est très content d'avoir gagné. D'ailleurs, il continue à parler du frère de Mark Briscoe, Jay Briscoe. C'est toujours un peu gênant, surtout que c'est pas vraiment. Enfin, il essaye d'être le Christian Cage des frères, enfin, c'est un peu ridicule et un peu gênant. Enfin, en tout cas, c'est vraiment une partie que j'aime pas beaucoup. J'imagine bien qu'il a l'accord de Mark Briscoe pour faire ce genre de remarques, en tout cas, je l'espère, mais je peux pas m'empêcher d'être un peu gêné pour ce genre de choses. Il vient à AEW pour dire que son règne à ROH sera mythique et va remonter à ROH, mais il l'annonce pas à ROH. Pourquoi pas, mec? Par contre, ce que j'aime beaucoup dans les entreprises de Tony Khan, c'est que tu as réellement l'impression que le champion a une direction créative. On dirait que c'est lui qui décide un peu du ton. C'est-à-dire qu'on peut facilement comparer l'AEW du BCC de maintenant à l'AEW de Swerve ou de Bryan Danielson. C'était pas les mêmes AEW en fait. Il y a réellement une tentative d'avoir un ton qui correspond au champion, et je trouve que c'est quelque chose qui est très peu fait en vérité, enfin en tout cas pas à ce point-là. Là c'est vraiment mis en avant. Genre là, Jericho il est champion ROH, donc il explique ce qu'il va faire pour ROH, comme s'il était élu président quoi. Jack Perry se fait tout simplement agresser dans les couloirs par Daniel Garcia. Voilà, donc je suis contre ça, mais pas pour Jack Perry. Et du coup, il se passe un truc assez marrant, en tout cas pour l'instant, où Jack Perry, il ouvre une porte et t'as les Young Bucks qui sont en train de détruire des papiers, de faire des valises, de dire « Allez, faut qu'on parte ». C'est ensuite le combat au sommet, le combat des montagnes de muscles, la maison de briques contre Chris Statlander. Le match est sympa. Je vous explique. Évidemment, c'est principalement des épreuves de force. Des épreuves de force qui sont gagnées par l'une, par l'autre. Ça se pousse, ça se met des patates, ça se soulève et ça se jette. Rien de bien recherché, mais c'est plus ou moins ce qu'on attendait pour ce match. Et du coup, c'est un genre de match qui colle un peu plus à ce que c'est faire Camille, soit des épreuves de force. Bon, en vrai, je suis un peu méchant avec elle. Elle a une lager bomb qui est quand même vraiment sympa, et qu'elle réussisse à le passer sur Statlander, c'est assez impressionnant. Mais on a très bien compris que ça servait à rien de faire des matchs de 15 ans avec elle. Du coup, le match se finit beaucoup plus vite par une victoire de Statlander. Et au final, je trouve ce match plus intéressant que son match contre Queen Aminata. Alors, j'adore Queen Aminata, hein, c'est l'une de mes nouvelles catcheuses préférées. Mais effectivement, là, Statlander a réussi à faire ressortir quelque chose de vraiment bien pour un match beaucoup plus court chez Camille, donc c'était en vrai beaucoup plus sympa que ce à quoi je m'attendais. J'avais peur du désastre, mais ils ont coupé court. Du coup, on a une stat qui est construite pour vaincre Monet. D'ailleurs, Mercedes Monet qui lui fonce dessus par l'arrière, qui lui met un coup de ceinture, il me semble. Elle regarde la maison de briques, elle lui dit « Toi, tu vas m'attendre là-bas. Tu vas m'attendre là-bas. » Donc bon, au moins ça aura hypé ce match, ça aura reconstruit Statlander. Ensuite, nous avons Mark Briscoe, celui qui a du coup perdu sa ceinture, le 13e Mark, celui qui a du coup perdu sa ceinture contre Jericho, qui a un peu la haine, qui dit que la ceinture il assume l'avoir perdue, mais que par contre que Jericho continue à parler de son frère, ça continue à l'énerver. Donc apparemment la feud n'est pas finie, ça c'est dommage. Et il lui propose un match à 3 avec ses potes, donc Kyle O'Reilly et Tomohiro Ishii, donc ça c'est cool. En plus on va revoir Big Bill. Donc bon, dommage que la feud continue, mais ce match va être plutôt sympa. J'aurais préféré que Briscoe directement parte vers les sommets, mais le problème c'est qu'il aurait peut-être volé un peu trop la vedette à Orange Cassidy, du coup vaut mieux qu'il vienne en second plan. Si Orange Cassidy perd, à mon avis, le mieux ça va être d'envoyer Briscoe qui est plus ou moins le chef de la conglomération. Ensuite du coup on voit les Bucks en train de se barrer. Ils balancent toutes leurs affaires dans un pick-up, ils montent dans le pick-up et ils se cassent. Peu importe ce que leur dit le manager général, vraiment ils s'en foutent, ils se cassent. Et ils abandonnent même leur manager qui se fait choper par le BCC. On sait pas pourquoi. Apparemment, le BCC maintenant s'attaque à eux. Est-ce que c'est depuis qu'ils ont plus les ceintures? Est-ce qu'ils avaient quelque chose réellement? Ils cachaient des papiers? Enfin, il y a quelque chose d'assez bizarre où on a l'impression que dès l'instant où ils sont plus champions, ils ont perdu des privilèges et des droits. Ce qui va un peu dans le sens de ce que je disais plus tôt sur l'importance des ceintures à EW. Et ça, c'est très intéressant aussi. Oh là, qui voilà, c'est le main event. Oh putain. Oh, il est nul. Oh, d'un côté, il y a celui chez qui nous sommes, Swerve, qui a d'ailleurs une ref à Mass Effect. Si vous avez vu le show, dites-le moi. Je sais pas si j'ai trouvé une photo contextuelle, mais si c'est pas le cas, sachez c'était une ref à Mass Effect, ou c'est moi. Et de l'autre côté, Shelton Benjamin, toujours accompagné de Nick Fury MVP. Swerve, il a plusieurs choses qui vont en sa faveur, même s'il vient de perdre la ceinture. Bon bah, il a perdu contre Rod Danielson, donc ça va. Et en plus, il a conservé cette certaine aura. Hein. Il a toujours ce charisme, il a toujours ce truc
où réellement, même au tout début, juste quand ils sont en face, il a quelque chose, une aura qui est vraiment intéressante, un charisme qui est vraiment intéressant. Il est vraiment le héros, même pour le public et tout. Il est vraiment tout en haut. J'ai regardé mes notes et tout. Il y a pas mal de moments où j'étais juste bouche bée devant le combat et j'ai juste noté 2-3 actions qui me plaisent, donc je vais vous en parler. Mais ça va pas être du play-by-play parce qu'il se passe beaucoup trop de choses. C'est beaucoup trop beau. Il y a une chimie qui est super entre les deux, ça j'adore. Et il y a plein de ultra highlights en fait, faut vraiment voir ce combat les gars. La superplex par-dessus les cordes de Shelton Benjamin, magnifique, je l'ai jamais vu faire ça. Le leg spinning comme Engeri de Swerve, je veux dire au bout d'un moment il fait des attaques qui ont des noms mais qui n'ont aucun sens. Swerve en plus j'ai l'impression qu'il est encore plus agile que quand il était champion. Quand il claque sa petite danse là, c'est pareil, tout le monde est avec lui. Non franchement, tout est dingue dans ce match. Faut vraiment le regarder. Même le final est super stylé. Il y a Shelton qui est par terre. Swerve il monte sur la 3e corde du potal. En une seconde, t'as Shelton qui s'est relevé et qui a foncé sur le poteau et qui est monté. Il attrape Strickland. Strickland il se faufile comme ça, il glisse, il le chope en powerbomb, il lui place une lager bomb, il s'enlève, il remonte sur le poteau, il lui place bim le surf stomp. Et il le couche et c'est gagné. Et là il y a MVP qui est pas content, tape sur son téléphone qui lui dit ramène-toi mon pote, tout devient noir et qui arrive, vous l'avez vu, vous l'avez sûrement vu sur tous les réseaux, c'est Bobby Lashley. Il y a un très joli face à face avec Swerve, ensuite tous s'attaquent, sauf que ils sont 2 contre 1 dans le Hurt Business et du coup le Hurt Business au complet et l'élite. Voilà, c'est assez marrant, je trouve que c'est un message assez clair envoyé par AEW, tout ce que vous avez raté, on va le faire en mieux. On va prendre Ricochet, on va prendre leur business, on va prendre tout ce que tout le monde sait qui a été mal fait par WWE et on va le faire mieux. C'est un message que je trouve assez important et assez fort en vérité. En tout, on nous a régalé. J'adore cette tendance qu'a WWE de faire des Dynamite spéciales à peu près toutes les occasions. Franchement, je crois que c'était le mois dernier où tu avais 3 Dynamite spéciales d'affilée. Il se passe toujours des trucs, il y a toujours des trucs intéressants. Et là, voilà, ils n'ont pas hésité à faire changer des titres, ils n'ont pas hésité à nous mettre des super matchs, enfin réellement c'était très très cool. Et j'en profite aussi pour réagir à un tout petit truc que j'ai vu lâché par Mercedes Moné, qui a dit qu'il y a assez de gens et de talents à EW pour faire une émission féminine, et très franchement j'aimerais voir ça. Et surtout que je trouve que Rampage ne sert pas à grand chose. Je le regarde pas toutes les semaines parce que c'est que des matchs de construction, d'exhibition, ça ressemble à des house shows filmés. Et c'est vrai que Collision, je comprends la pertinence, c'est vraiment le show secondaire. Dynamite, c'est le porte-étendard. Est-ce qu'il manquerait pas un show exclusivement féminin? Est-ce qu'elle a pas un peu raison? Bref, c'était un super Dynamite. Je vous promets qu'un jour, je vais réussir à trouver le temps et l'énergie pour vous parler d'autre chose que de catch. Mais ce qui est bien avec le catch, c'est que vu qu'il y a un truc toutes les semaines, je suis obligé de le faire. Enfin, genre, si je le fais pas la semaine, si je le fais pas direct, c'est terminé, c'est mort. Donc, ça me force à bosser. Mais je vous promets qu'on va parler de mon jeu de rôle de Noël qui va sortir dans quelques semaines. Je vous promets qu'on va parler de manga. L'écriture est terminée. Faut vraiment juste que je le fasse. Et je te remercie d'avoir suivi. N'hésite pas à liker. Va voir, j'ai un Linktree parce que je fais pas mal de choses sur pas mal de plateformes. Donc va voir sur mon Linktree dans la description. Passe une bonne journée. On se revoit la semaine prochaine. Si ce n'est plus tôt, mais je ne promets rien. Au revoir.